Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois, une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 3 mai 2016. Une heure d'information complète, d'analyse, avec notre plaisir de recevoir deux analystes politiques aujourd'hui. Le sujet principal ce soir sera consacré à la présidence de l'Égypte du Conseil de sécurité depuis le 1er mai jusqu'à la fin du mois de mai, comme nous le suivions par ordre géographique et régional, bien sûr. Donc l'Égypte préside le Conseil de sécurité pour le mois de mai sur le niveau ministériel, aussi bien que sur le niveau membre non permanent du Conseil. Les principaux dossiers qui vont être évoqués avant la visite du chef de la diplomatie ou du départ du chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, qui est prévu dans quelques jours. Les principaux dossiers, la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme aussi en Afrique, tous ces sujets seront abordés, évoqués aujourd'hui avec nos chers invités. Nous aurions le plaisir de recevoir Dr Taoufia Klimandos, analyste politique, et également Dr Mahmoud Sabet, analyste politique. Parallèlement, nous allons également parler avec nos invités du successeur plutôt du secrétaire général de l'ONU, qui sera à la place de Ban Ki-moon, dont le mandat expire en décembre 2016. Le seul avantage et privilège cette fois, après 8 secrétaires généraux successifs et la présence de plusieurs femmes candidates à être secrétaire générale de l'ONU, dont les deux noms les plus évoqués sur la scène, parlant de Irina Bokova, directeur de l'UNESCO, et également de Helena Clark, qui est directeur du programme de développement des Nations Unies. Nous allons donc parler de la présidence de l'Égypte, ce poids lourd qu'attend l'Égypte. Commençons les préparatifs avant la visite du chef de la diplomatie, Sameh Choukri, aux États-Unis. Et parallèlement de la candidature du successeur de Ban Ki-moon à la tête de l'ONU. Et au milieu, nous allons également vous présenter plusieurs commentaires. Un commentaire sera consacré aux derniers résultats de l'investiture républicaine aux États-Unis avant les présidentielles novembre 2016 aux États-Unis, avec toujours le face-à-face de Ted Cruz face à Donald Trump, Donald Trump plutôt enregistre plus d'avancées sur le plan démocratique, comme vous le suivez, plutôt candidat démocrate. On parle toujours de Hillary Clinton et de Bernie Sanders, mais Bernie Sanders apparemment a besoin d'un très grand succès pour remonter le moral de ses partisans. Un deuxième commentaire vous sera présenté sur le Venezuela et sur le rassemblement de plusieurs signatures, de plus de 2 demi-millions de signatures de la part des Vénézuéliens, de la part de l'opposition plutôt vénézuélienne, qui réclame le départ du président vénézuélien Nicolás Maduro. Et enfin, avant d'entamer notre sujet principal avec les invités, nous allons vous présenter en détail les dernières déclarations du ministre du Tourisme sur le taux de revenus du tourisme en Égypte. Comment a-t-il baissé? Que devra faire aussi le ministère du Tourisme pour donner un boost, encore une fois, au tourisme égyptien? Je vous propose de suite donc de commencer avec nous cette émission de Direct avec un commentaire détaillé sur la présidentielle, plutôt sur l'investiture républicaine aux États-Unis. Comme je l'ai cité, tout le suspense donc de la course à cette investiture républicaine pour la Maison-Blanche se concentre cette semaine sur l'État de l'Indiana, dont le primaire ce mardi pourrait rapprocher encore un peu plus Donald Trump que de la victoire. Le milliardaire new-yorkais et son principal rival, le sénateur du Texas, Ted Cruz, a arpenté donc cet État industriel des Grands Lacs lundi, dans l'espoir de remporter les 157 délégués républicains en jeu, le plus grand lot avant la Californie, le 7 juin. Chez les démocrates, Bernie Sanders a donc besoin d'un succès, lui, pour remonter le moral de ses partisans, alors que la favorite Hillary Clinton a pris le large dans la course aux délégués. Notre collègue à échelle, Sarah Al-Maghrabi, vous donne plus de détails dans ce commentaire. Recueille 49% des intentions de vote des républicains contre 34% pour Ted Cruz, selon un sondage NBC Wall Street dimanche. Si les électeurs confirmaient cette tendance dans les urnes, l'homme d'affaires ferait un pas de géant vers l'investiture. La victoire serait tant mathématique en accroissant son avance que symbolique en renvoyant dans les corps de Ted Cruz, le seul autre républicain à faire campagne dans l'Indiana.
En cas de défaite du favori, Ted Cruz pourrait en revanche clamer que les primaires ne sont pas jouées, prolongeant la suspense jusqu'au 7 juin. Toute l'incertitude concerne en effet la capacité de Donald Trump à atteindre la barre des 1237 délégués qui lui garantira l'investiture sans devoir passer par un vote imprévisible des délégués à la convention de Cleveland en juillet. Il en a aujourd'hui environ 1000 et doit obtenir un peu moins de la moitié des délégués restants à attribuer. Certains États attribuent la totalité ou presque de leurs délégués aux vainqueurs. Dans l'Indiana, le candidat en tête dans chacune des 9 circonscriptions remportera 3 délégués et le vainqueur au niveau de l'État empochera une prime de 30. La favorite démocrate est dans une situation beaucoup plus favorable que celle de Cruz. Hillary Clinton peut se permettre de perdre les prochains scrutins tant son avance en nombre de délégués est écrasante. Dans l'Indiana, elle devance modestement dans les sondages. Et on enchaîne donc de suite avec un autre commentaire détaillé sur la situation ou plutôt Venezuela ou une situation où l'opposition vénézuélienne réclame le départ du président Nicolás Maduro. 1 085 000 de signatures ont donc été collectées par les Vénézuéliens. C'était une semaine donc très cruciale pour le Venezuela, réuni dans la coalition de la table pour l'unité démocratique. L'opposition a effectivement déposé hier près de 2 millions de signatures, soit 10% de l'électorat, en faveur d'un référendum pour évoquer le président Nicolás Maduro. Celles-ci ont été recueillies dans tout le pays en l'espace de 2 jours à peine, avec des déplacements d'habitants très massifs dans les différents points de collecte. Que veut l'opposition vénézuélienne? L'opposition donc cherche à profiter d'un climat social dramatique pour destituer le président qui a succédé, comme nous l'avons suivi, à Hugo Chavez après sa mort en 2013. Je vous laisse avec ce commentaire détaillé sur la situation au Venezuela. Quelle sera également la réaction de Nicolás Maduro lui-même, le président du Venezuela? Que va faire l'opposition et comment le secrétaire général de la coalition, en effet, de la table pour l'unité démocratique, va-t-il réagir face à ce rassemblement de plusieurs millions de signatures des Vénézuéliens? Sarah El Mahrabi Ayachel vous présente donc ce commentaire. Au total, 1,85 million de signatures, s'est exclamé le secrétaire général de la coalition de la table pour l'unité démocratique. Autre figure de l'opposition, le candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2013, Henri Capriles, s'est félicité d'un tel succès populaire. Les signatures auraient été envoyées au Conseil national électoral pour être validées. Le Conseil est réputé proche du gouvernement. Le processus de validation des signatures pourrait prendre 1 mois, voire plus si le Conseil national électoral tente de le retarder. Une fois cette étape franchie, l'opposition devra réunir 4 millions de voix pour convoquer le référendum qu'elle souhaite organiser en novembre prochain. Ce référendum révocatoire n'a été utilisé qu'une seule fois au Venezuela contre Hugo Chavez en 2004 et avait abouti à un échec. Le régime cible d'une grogne sans précédent. L'opposition vénézuélienne cherche à profiter d'un climat social dramatique pour destituer le président Nicolás Maduro qui a succédé à Hugo Chavez après sa mort en 2013.